Nous allons reprendre. Amadou. Tant que vous avez eu une longue pause de 2 heures, donc vous allez recharger les batteries, là on va reprendre. Et je vous présente M. Yafa. Certains d'entre vous le connaissent. Voilà. Et désormais, il viendra m'accompagner dans le cours. Et si je ne suis pas là, il fait le cours. Oui. Mais même vous, si on vous prépare, vous pouvez dispenser l'enseignement, hein? N'est-ce pas? Donc il faudra faire comme ça le jour de l'examen. Prouvez à Mme Bey que je sais. Que dès que vous parlez d'examen, tout le monde se calme. Vous avez peur de l'évaluation. Mais vous ne pouvez pas venir ici, être étudiant et avoir peur des évaluations. Ça va se faire. Hein? Alors, nous avons fini les facteurs de l'écoulement et nous allons entamer les manifestations. C'est-à-dire, lorsque une précipitation tombe sous forme liquide ou sous forme solide, quel est le devenir de l'eau? Quel est le devenir de l'eau qui est en train de tomber? C'est ça qu'on va voir. Que devient l'eau qui tombe? Est-ce qu'elle va s'écouler de manière instantanée? Est-ce qu'elle va attendre des mois plus tard pour s'écouler? Mais dans tous les cas, cet écoulement, il faut l'observer. Il faut le mesurer. Il faut disposer d'un cadre pour qu'on parle le même langage, c'est-à-dire les concepts. Qu'entendons-nous par écoulement? Qu'entendons-nous par débit? Qu'entendons-nous par hauteur d'eau? En hydrologique, j'en passe. Donc il faut qu'on s'entende sur les notions. Et parmi ces notions, il y a d'abord la notion de l'écoulement. Un écoulement, c'est au fait une eau qui est en mouvement à la surface du sol ou au niveau des nappes. Sous quel effet? L'effet de la pente et l'effet de la pesanteur. Dès qu'il y a une pente, même faible, que l'œil humain ne peut pas voir, vous observerez un écoulement. On peut faire une expérimentation rapidement. Vous prenez de l'eau, vous versez ici, vous verrez que vous allez observer un écoulement qui va se réaliser depuis le point de chute, c'est-à-dire là où vous avez versé, vers quelque part, en suivant juste quoi? La pente et l'effet de la pesanteur. Donc une goutte d'eau qui tombe, c'est ça une sollicitation. Cette goutte d'eau va amener le bassin versant à réagir. Et comment le bassin réagit? Va réagir en fonction des facteurs que nous avons vus. La pente, le relief, le sol, la végétation, les aménagements, la mise en valeur, le climat en jeu. Tout ça intervient dans la réponse hydrologique du bassin versant. Donc c'est une loi de la nature que l'eau liquide s'écoule sous l'effet de la pesanteur et de la pente. Cet écoulement résulte de l'action combinée des facteurs de l'écoulement. Et ces manifestations s'expriment à travers quoi? Les processus hydrologiques. Et quand on dit processus hydrologique, c'est-à-dire comment le système hydrologique réagit, mais c'est surtout les processus hydrologiques dominants. Parce qu'on aura presque l'ensemble des processus qu'on peut observer, mais lesquels dominent. Le bilan hydrologique aussi, on va appréhender cet écoulement ou ces manifestations au travers du bilan hydrologique ou bilan du cycle de l'eau, à travers aussi le régime moyen annuel des cours. Quel est le régime hydrologique? Processus de manifestation s'exprime à l'aide de deux notions fondamentales, la hauteur d'eau et le débit. C'est quoi une hauteur d'eau? Je vous ai expliqué qu'un litre d'eau, quand vous le versez sur une superficie de 2 mètres carrés, c'est-à-dire un carré, 2 mètres de côté,
ça donne 1 mm de pluie. 1 mm. Et là, on va parler de la hauteur d'eau qui tombe. Mais cette hauteur d'eau, elle est différente de la hauteur d'eau dans le cours d'eau. Dans le cours d'eau, on aura la hauteur d'eau. En fait, c'est le niveau de l'eau que le cours d'eau atteint ou la rivière atteint à la suite d'une sollicitation. Donc il faut mesurer, il faut mettre en place des instruments de mesure, faire des observations. Pour mesurer le débit, le niveau d'abord, le niveau du cours d'eau. Et finalement, si nous sommes en régime pluvial, c'est-à-dire l'eau qui tombe est sous forme liquide, dans ce régime-là, pendant la saison des pluies, au moment où les pluies sont en train de tomber, le cours d'eau, son niveau augmente. Vous êtes d'accord? Et lorsque l'alimentation cesse, c'est-à-dire on rentre dans une phase de saison sèche, le niveau de l'eau commence aussi à baisser. Mais tout ça, on doit mesurer. Et on met en place deux types d'instruments de mesure de la hauteur d'eau. L'échelle limnimétrique et le limnigraphe. L'échelle limnimétrique, c'est une règle qui est graduée. C'est comme votre règle. La règle est graduée et vous permet de mesurer, quand vous tracez une courbe, de mesurer la distance. C'est le même principe, on va mettre l'échelle au droit d'un cours d'eau à une station, c'est-à-dire on sélectionne la zone où on installe nos instruments, ce qu'on appelle la station. Elle est sélectionnée sur des critères rigoureux. Et on installe, et cela nous permet de lire directement le niveau de l'eau sur cette échelle-là, graduée, et on lit directement. Donc vous êtes au niveau d'une berge, vous arrivez à lire, vous lisez directement le niveau de l'eau. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, et en ce moment-là, il faut s'attacher les services d'un observateur. Il faut quelqu'un qui va venir faire des relevés. Et ces relevés doivent être faits 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc, c'est des relevés quotidiens, 2 fois par jour. Moi, je suis là, je veux observer ou instrumentaliser un bassin versant, mais je ne suis pas sur place. Je prends le bassin versant de Kër Aïb, c'est un exemple. Le bassin versant de la Somone, vous connaissez. Ou celui qui est le plus célèbre, le bassin versant de Grand Yoff. Un exemple. Ou le bassin versant de Fass, au niveau du canal. C'est des bassins versants. Je veux l'observer, mais je n'ai pas le temps. Je viens, je choisis quelqu'un. Il sera mon observateur. Est-ce que nous sommes dans la même équipe de recherche? Est-ce que nous sommes dans le même service? Est-ce que c'est quelqu'un que je vais juste opter? Je le forme à l'observation et chaque mois, je le rémunère. C'est une possibilité. Et ce monsieur-là ou cette personne, je vous dis, ça peut être une femme. Tous les jours, à 8 heures, vous venez relever, lire le niveau de l'eau. À 18 heures, vous revenez, vous faites la lecture du niveau de l'eau. Donc il va faire ça tous les jours, qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige ou non, il faut qu'il soit là à ces 2 moments de la journée. Et parfois c'est délicat. Parce qu'on a vu des observateurs créer de la donnée. Ils restent chez eux et puis ils se disent, je pense qu'aujourd'hui ça doit être tant de centimètres. Et ils reportent. Il n'est pas descendu. Il n'a pas fait la mesure. Mais il a inventé la donnée. Et pour éviter, ou bien pour améliorer la précision, on installe ce qu'on appelle une station limnigraphe. Au niveau de cette même station, on le couple avec un limnigraphe. C'est un appareil qui va enregistrer de manière automatique. Et à chaque fois que le niveau de l'eau varie, il envoie l'information. Et l'information est reportée directement sur ce qu'on appelle un diagramme. Donc ça sera le limnigramme. Donc le limnigraphe, c'est l'appareil. Et le papier qui est en train d'être enregistré, l'information qui est en train d'être enregistrée sur le papier s'appelle le limnigramme. Le limnigramme. Et le limnigramme, au fait, c'est une
on a équipé, et il y a un poulie avec un contrepoids, et ce contrepoids permet au poulie de bouger, donc de varier en fonction. Donc dès que le niveau d'eau augmente, le poulie augmente. Le niveau augmente et il envoie l'information. Dès que le niveau d'eau baisse, le poulie descend, ainsi de suite. Donc, sur toute la journée, l'information est observée ou bien enregistrée en continu. Et on peut dire, chaque semaine, on vient, on change le papier. Chaque semaine, on vient, on change le papier. Et en fin de compte, on va comparer les deux informations. Celui de l'observateur avec celui qui est enregistré, celle qui est enregistrée automatiquement par l'appareil. Donc, on a la hauteur d'eau, mais en continu. C'est ça la notion de hauteur d'eau dans un bassin versant. Les deux types de stations, la hauteur d'eau, comment on la mesure, etc. Maintenant, ce n'est pas suffisant parce que l'hydrologue travaille avec les débits, il ne travaille pas avec les hauteurs d'eau, ou rarement. Il travaille avec les débits. La hauteur d'eau, c'est le niveau d'eau de la rivière pendant un temps bien déterminé. Donc, c'est une notion de temps. La hauteur d'eau, c'est le niveau que le cours d'eau a atteint en fonction du temps. Et ce niveau d'eau est mesuré, observé en continu, soit par un observateur, soit par un appareil qu'on appelle le limnigraphe, ou les deux à la fois. Maintenant, il faut passer de la hauteur d'eau vers le débit, et pour cela, pour l'hydrologue, puisque c'est le débit qui l'intéresse, il faut mesurer ce débit-là. Que va faire l'hydrologue? Il va procéder au jaugeage. Il va procéder au jaugeage. Et ce jaugeage permet de mesurer la quantité d'eau écoulée par unité de temps. Toujours au niveau de notre section, là où nous avons installé à la fois le limnimètre et le limnigraphe. C'est à ce niveau-là qu'on va faire notre jaugeage. Et il y a plusieurs méthodes de jaugeage. La méthode la plus simple, c'est la méthode volumétrique. Même vous là, vous pouvez faire cette méthode, l'appliquer. J'ai un robinet. J'ai un robinet qui est là. Je connais la capacité du seau, peut-être un seau de 10 litres. Je viens, parce que ça peut être un tuyau, ça peut être un robinet, et je chronomètre. J'ai démarré la mesure à 12h20 et je vérifie combien de temps il me faut pour remplir le seau de 10 litres. Donc, c'est une fonction de temps. C'est le volume d'eau, le temps que va mettre le seau pour être rempli. Donc, c'est le volume d'eau en fonction du temps. Ou bien on fait un jaugeage qu'on appelle un jaugeage par exploration du champ de vitesse. On prend la section de la rivière qui est là. J'ai mon cours d'eau, mais qui fait cette largeur. Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'eau, oui, j'avais ici laissé une crème bleue. On me l'a prise ou pas. Hein, elle est là, c'est moi-même qui l'ai cassée. Donc, c'est juste pour vous matérialiser le niveau de l'eau dans ce cours d'eau-là. J'ai mon niveau d'eau qui est là. Et je dois procéder toujours au niveau de cette section qu'on appelle la section du cours d'eau. Je dois procéder au jaugeage. Et c'est un jaugeage, on a dit, par exploration du champ de vitesse. Que vais-je faire? Vous savez que la vitesse de l'eau, parce qu'il s'agit d'un problème de vitesse, la vitesse de l'eau varie en fonction de la profondeur. Et en fonction des parois, la pente, ainsi de suite. Donc je suis obligée de faire une exploration des champs de vitesse tout au long de cette section et à des profondeurs différentes. Donc si je commence là,
je choisis un point, un autre point. Le long de cette section, je fais ça, je fais ça, je fais ça, ainsi de suite. Je mesure le volume d'eau qui traverse ce point par unité de temps. Ensuite, je vais faire le même travail ici. Je vais faire le même travail. Je vais faire le même travail jusqu'à atteindre le fond de la rivière. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire ça. Soit vous utilisez un bateau qu'on appelle un zodiac, parce que le cours d'eau est grand et vous ne pouvez pas descendre la rivière. Si c'est sur de petits cours d'eau, des ruisseaux, etc., vous descendez la rivière. Et vous attachez, en ce moment-là, ça sera à l'aide de moulinets, avec un appareil qui est là, que vous allez attacher autour de vous pour pouvoir procéder à ce type de jaugeage. Maintenant, sur les grands ensembles hydrographiques, au niveau du fleuve Sénégal, généralement, c'est des bateaux qu'on va prendre pour effectuer ce jaugeage-là. Et vous voyez aussi le jaugeage, on a dit le volume d'eau qui traverse une section par unité de temps. Donc c'est la notion de temps. À la fois, hauteur d'eau, H, c'est une fonction du temps. Le débit, Q, c'est une fonction du temps. On peut procéder à ce qu'on appelle une corrélation. Parce que ici, la hauteur d'eau est mesurée en continu. Le débit qui relève de jaugeage, c'est une activité assez délicate. Cela signifie que tous les jours, vous devez descendre la rivière. Tous les jours. Est-ce qu'on a ce temps-là? Non. Et aucun appareil ne peut le faire. Sauf peut-être les appareils automatiques, mais encore qu'il faut la présence de l'homme. Donc on va faire des jaugeages de manière peut-être fréquente, en saison, en période de haute eau, en période de basse eau, jusqu'à stabiliser. Et une fois que c'est stabilisé, puisqu'ici on dispose de données en continu, ici c'est par à-coup, il faut qu'on cherche à passer de la hauteur d'eau vers les débits. Et pour ça, je suis obligée d'établir une courbe de tarage. Voir la fonction, puisque tous les deux sont fonction du temps, toutes ces deux notions, je vais vérifier si à une hauteur d'eau, du cours d'eau, à cette hauteur-là, j'ai un et un seul débit. À cette hauteur, est-ce que j'ai un et un seul débit? À cette hauteur, est-ce que j'ai un et un seul débit? Si tel est le cas, à l'aide de l'équation, des équations qu'on appelle le coefficient de corrélation, on va passer des hauteurs d'eau vers les débits. Et l'exemple est là. À partir de ce travail, je vais revenir un peu plus tard. Un exemple. On passe, vous avez vu là-bas, on va essayer de passer des hauteurs d'eau vers les débits et vérifier est-ce que la relation est unique. C'est-à-dire à une hauteur d'eau, on a un et un seul débit. Et on vérifie le coefficient de corrélation. Lorsqu'il est proche de 1, on va partir des données de hauteur d'eau, calculer les débits en continu. Et nous disposerons d'une série de débits. Et regardez ici, on a fait le même travail. Ça, c'était ma première thèse au niveau du bassin de la Nema et Magnetikoy. On a quoi? Coefficient de corrélation, presque, c'est R2, 0,98. Et si je calcule R, c'est autour de 0,99. Donc vous avez vu, c'est presque égal à 1. La relation, elle est bonne. Et la relation est d'autant plus bonne que vous verrez que les points de jaugeage viennent s'aligner sur la courbe de l'eau, la courbe des hauteurs d'eau. Il n'y a pas d'écart. C'est presque ça. C'est presque sur cette même courbe que vous verrez vos points de jaugeage. Et ici, en période de basse eau et haute eau, on a une très bonne corrélation. Vraiment, avec un coefficient de corrélation presque égal à 1. C'est parfait. Je ne dirais pas que c'est bon, mais je peux dire même que la corrélation est excellente. Donc là, facilement, je vais passer de mes hauteurs d'eau qui sont mesurées en continu, je les transforme en débit, en respectant ces coefficients de corrélation avec ce que je vous ai dit,
cette relation, cette fonction affine. La fonction affine. Et une fois que ce travail est fait, nous allons reconstituer les données, les débits en débit journalier, en débit moins mensuel et en débit annuel. En débit annuel. Là, on vous donne les paramètres de calcul, les formules de calcul, selon les deux types de jaugeage que j'ai utilisés. Soit c'est le jaugeage capacitif avec le saut, ou le jaugeage par exploration du champ de vitesse que j'ai indiqué. Et voici les méthodes qui sont utilisées, les formules pour calculer le débit. Ceci étant, la courbe de tarage, fonction du temps, je peux maintenant commencer à étudier ma cible. Maintenant, il arrive, ça c'est les conditions idéales. Idéal. Or, je vous ai dit, il faut se défier de tout ce qui est beau. Toute chose belle cache parfois quelque part des limites. Parce que ça, c'est la condition idéale. Mais la plupart des bassins ne sont pas équipés d'instruments de mesure. La plupart des bassins, des cours d'eau, ont des séries, mais qui ont beaucoup de lacunes. Parce que je vous ai dit, les lacunes doivent être inférieures à 1%. Il y a des bassins qui ont été jaugés et des bassins qui n'ont jamais fait l'objet de jaugeage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure de débit et de hauteur d'eau. Dans ces cas que la donnée débit n'existe pas, ou qu'elle existe mais présente énormément de lacunes, il faut corriger. Et la correction signifie qu'il faut reconstituer les données. On passe par des modèles. L'hydrologue, c'est ce spécialiste-là qui va utiliser énormément de modèles. On peut même dire chaque hydrologue a un modèle, ou même des modèles. On ne s'entend pas sur ce plan. Mais il y a des techniques simples, c'est ça qu'on appelle les formules empiriques, que tout le monde peut utiliser. C'est la relation pluie-débit. La pluie, c'est elle qui est responsable du débit, non? Lorsqu'il y a un jaugeage, on vérifie entre les deux s'il y a une corrélation, avec toujours ce coefficient de corrélation. Si la corrélation est bonne, donc on peut passer des pluies, des données pluviométriques, vers les données débimétriques. Dans le cas où la donnée est insuffisante, on a des débits, mais la série est juste courte ou présente énormément de lacunes. On va utiliser les données pluviométriques. Lorsque cette corrélation est bonne, on va passer des pluies vers les débits. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est en présence d'un bassin versant non jaugé. Soit on utilise des modèles empiriques, ça existe, la méthode de Roudier, la méthode de Sier, il y a tellement de méthodes. Mais celle que nous, on peut vous montrer de plus simplement, c'est-à-dire on a un bassin versant qui a été jaugé. Je prends par exemple le cas de la Néma et Magna-Dikoy, qui sont deux bassins versants assez proches, voisins. La Néma a fait l'objet d'observations, Magna-Dikoy non. Donc il faut que j'utilise les données de la Néma pour reconstituer les données de Magna-Dikoy. Donc c'est une corrélation station hydrologique par station hydrologique. N'est-ce pas? Et je vérifie toujours ce coefficient de corrélation. Donc il y a la corrélation pluie-débit, il y a la corrélation débit-débit. Débit-débit avec une station assez proche, située dans la même zone climatique et qui présente plus ou moins les mêmes caractéristiques et on vérifie si la corrélation est bonne. Toujours ce coefficient de corrélation qu'on doit calculer. Parce que la corrélation n'est pas bonne, autour de 0,5, il ne faut pas insister. C'est moins. Inférieur à 0,5, c'est pas bon. Cela signifie que la corrélation n'est pas bonne. En ce moment-là, vous êtes obligé d'utiliser des méthodes empiriques, avec des critères aussi. Selon que le bassin a une superficie
inférieure à 100 km², superficie allant jusqu'à 1000 km² et au-delà de 1000 km², quel comportement avoir. Donc l'hydrologue, c'est celui-là qui fait d'abord toute cette gymnastique. Regarder la qualité de la donnée, la durée des observations, utiliser des méthodes de corrélation pour reconstituer les débits. Et une fois que ce travail est fait, maintenant on peut procéder, on peut regarder d'abord un travail, c'est la séparation des hydrogrammes. Comment notre hydrogramme est composé, c'est-à-dire à la suite d'une pluie. Comment se répartit l'écoulement entre l'écoulement de surface, l'écoulement souterrain, l'écoulement hypodermique. Il faut qu'on vérifie. L'écoulement direct, parce que quand il pleut au-dessus d'un cours d'eau, on peut avoir un écoulement, une pluie qui tombe directement dans le cours d'eau. Donc vous avez l'écoulement direct, l'écoulement de surface, qu'on appelle aussi écoulement rapide, l'écoulement de surface ou hypodermique, et l'écoulement sous-souterrain. J'ai toujours demandé aux étudiants, c'est un exemple, et régulièrement ça revient à l'examen. À la suite d'une longue sécheresse, une pluie très intense tombe sur un sol nu. Est-ce que vous avez bien retenu? À la suite d'une longue sécheresse, une pluie intense tombe sur un sol nu. Quel est le processus hydrologique dominant? Oui. Il y a, c'est pas l'écoulement souterrain de surface, quoi. C'est pas précis. À la suite d'une longue sécheresse, une pluie intense tombe sur un sol nu. Quel est le processus hydrologique dit dominant? Pas les mêmes toujours. Oui. 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 Il a dit la même chose, je lui ai dit que ce n'est pas précis. Quel est le processus hydrologique dominant? C'est tout sauf l'infiltration. Ça, non, vos camarades l'ont dit. Si quelqu'un peut mettre l'infiltration, je donne 0. Sans réfléchir. Le ruisselle, c'est le ruissellement. Parce que si vous dites écoulement de surface, c'est pas vrai. C'est le ruissellement. Ah oui. Oui. Si ça me permet de ne pas les parler. Oui. Oui. Alors, madame, expliquez-nous. À la suite d'une longue sécheresse, une pluie très intense tombe sur un sol nu. Le processus hydrologique, on a dit sol, on n'a pas dit cours d'eau. Tombe sur un sol nu. C'est du français. Et chaque mot a son importance. Une pluie intense qui tombe sur un sol nu. Le processus hydrologique dominant, c'est le ruissellement. Sol nu, cela signifie qu'il n'y a pas de végétation. Cela signifie qu'on a imperméabilité. Cela signifie que le sol est sec.
Et quand cette pluie arrive avec l'intensité, c'est l'effet flash. Vous pouvez avoir je ne dis pas que les autres processus n'existent pas, mais j'ai dit le dominant. Il faut sortir avec, soit c'est elle ou il. Il faut sortir, vous promener. La personne a chaud. S'il vous plaît. C'est qui? Il faut sortir. La personne a chaud. S'il vous plaît. Ah, c'est une personne, hein? Non, le personnel. Il faut sortir, faire les 100 pas et vous revenez. Donc, comment tu as mis les 100 pas à votre canal? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce sont les réflexes qu'on va vous demander d'avoir. Les réflexes. Mais j'ai expliqué. Hein? Je viens de donner l'explication. J'ai dit, comme le sol est nu, il est sec. C'est l'imperméabilisation. On a imperméabilisé. Et la pluie qui tombe avec l'agressivité, puisque la pluie est intense, les pores se referment, c'est l'effet flash. Et l'eau ne peut que... Et donc, voici ces processus qui sont plus ou moins représentés sur cette figure, où vous avez l'écoulement par dépassement de l'infiltration, l'écoulement par saturation. Alors, je vais revenir toujours à ma précédente question. On a dit l'écoulement par dépassement d'infiltration, d'infiltrabilité. C'est ce qu'on appelle aussi dépassement de la capacité de rétention en eau du sol. Écoulement par saturation, parce que n'oubliez pas, ce matin, je vous ai dit que dans la logique de l'hydrologue, pour qu'il y ait écoulement, il faut que la demande évaporatoire soit satisfaite, que le sol soit saturé, pour que l'excédent serve à l'écoulement. Et je vous ai dit que ce n'est pas la réalité. Ça, c'est juste dans l'image de l'hydrologue. Mais, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Alors, le type d'écoulement que je vous ai dit, le processus hydrologique dominant et le ruissellement. Est-ce que c'est par dépassement de la capacité d'infiltration en eau du sol ou bien par saturation du sol? Par dépassement. Lorsque, à la suite d'une longue sécheresse, je reprends. À la suite d'une longue sécheresse, une pluie intense tombe sur un sol nu. On a dit que le processus hydrologique dominant, c'est le ruissellement. Vous êtes d'accord? Est-ce que ce ruissellement procède de la saturation du sol ou bien du dépassement de la capacité d'infiltration en eau du sol? Levez la main, on n'est pas dans un barrage. Oui. Ni les deux. Si vous le mettez ni les deux, je donne 0. Ils disent qu'ils sont malins. Ni les deux, c'est pas possible. C'est par dépassement de la capacité d'infiltration en eau du sol. Donc, c'est l'infiltration
par dépassement de l'infiltrabilité. Parce qu'on a dit que les corps se referment. C'est ce que j'avais dit, non? La saturation du sol n'est pas possible, comme il a dit, puisque c'est à la suite d'une longue sécheresse, il n'y a pas de saturation du sol. C'est pas possible. Donc c'est parce que les pores se sont refermés que l'eau ne peut pas s'infiltrer. C'est parce qu'on a imperméabilisé que l'eau ne peut pas s'infiltrer. C'est comme ici, si je verse de l'eau, là. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Le ruissellement. Mais est-ce que le sol est saturé? Non. Pas du tout. Est-ce que c'est clair? Et voici donc les types de processus hydrologiques qu'on peut avoir dans un bassin versant. Donc, on considère 4 cheminements principaux de l'eau au niveau de la rivière. C'est les précipitations directes, c'est-à-dire les pluies tombent directement dans le système, dans le cours d'eau, à la surface libre du cours d'eau. Donc, ce sont des précipitations directes. On a un écoulement de surface ou ruissellement. Donc, l'eau ne fait que ruisseler. Pour des considérations, soit c'est par dépassement de la capacité d'infiltration en eau du sol, soit par saturation. On a un écoulement de surface. L'eau s'infiltre, mais n'a pas encore atteint la nappe. Elle est entre la surface et les horizons superficiels. Et cette eau qui est en train de s'infiltrer va aller trouver une eau qui était là, qu'on appelle l'eau ancienne, et va aller chasser cette eau ancienne. Et l'eau ancienne va ressortir dans le cours. Et enfin, l'écoulement souterrain. C'est cet écoulement qu'on va observer presque en permanence au niveau des cours d'eau à écoulement pérenne, au niveau des cours d'eau qui écoulent de manière permanente, 12 mois sur 12. Et cet écoulement de souterrain, c'est un écoulement faible, mais contribue à quoi? Au maintien de l'écoulement. C'est juste son rôle, c'est de maintenir l'écoulement sur la durée de l'année, tout au long de l'année. Donc, l'écoulement de surface, de quoi constamment arrive-t-il? L'écoulement de surface arrive soit par dépassement de la capacité d'infiltration ou ruissellement orthonien. Et l'année dernière, le sujet portait sur cet écoulement orthonien et ses conséquences. Quelles sont les conséquences de l'écoulement orthonien? C'est quoi d'abord l'écoulement orthonien? Oui. C'est quoi un écoulement orthonien? C'est l'écoulement selon Orton. Selon Orton. Orton dit que l'écoulement de surface résulte soit de la saturation du sol, soit du dépassement de la capacité d'infiltration en eau du sol. C'est-à-dire que vous êtes en présence d'un sol qui ne peut plus rien absorber. Ou bien en présence d'un sol, ce n'est pas parce qu'il est saturé, mais les conditions antérieures font que quand la pluie arrive, l'eau ne peut que ruisseler. Et donc c'est un écoulement rapide. Et cet écoulement rapide, on l'a démontré ce matin, l'eau va aller stagner quelque part en l'absence de réseau d'assainissement. Et si dans la zone de stagnation, ça peut aller rejoindre un cours d'eau, où l'eau peut stagner, et au niveau de ces points bas, si les points bas sont occupés, c'est quoi? Les inondations. Et la question, c'était aussi de savoir dans quel type de bassin on est susceptible d'observer l'écoulement orthonien. Quel type de bassin? Oui. Bassin versant circulaire, juste. Quel autre type de bassin? Ce n'est pas le seul. Bassin versant de forme circulaire, c'est-à-dire le coefficient de le granulus est proche de 1. Quel autre type?
Jamais. Bassin versant 2. Dans un bassin versant urbain imperméabilisé, juste, on lève encore la main. Quel bassin versant? C'est imperméabilisé. C'est ça qu'on a dit. Urbain, imperméabilisé. Voilà. Quel autre type de bassin? C'est vague. Un bassin artificiel, le fleuve Sénégal, c'est un bassin versant artificiel. L'écoulement est artificiel. Est-ce qu'on va l'observer là-bas? Puisque c'est un bassin versant de forme plus ou moins allongée. J'en doute. Quel autre type de bassin? La pente. La pente, ne l'oubliez pas. C'est un bassin versant de pente. Et pour couronner le tout, on peut aussi observer ce type d'écoulement. Maintenant, ce n'est plus en fonction du type de bassin versant. Ça peut juste être en fonction du type de perturbation. C'est une perturbation où la pluie est intense. On va l'observer aussi. Cet écoulement de type orthonique. Donc voici plus ou moins ces processus qu'on vous décrit. Là, c'est avec un écoulement de subsurface où l'eau nouvelle vient chasser l'eau ancienne qui était là et qui va ressortir au profit du bassin, au profit du cours d'eau. Quand vous faites la séparation d'un hydrogramme à la suite d'un événement, c'est-à-dire à la suite d'une averse ou d'une pluie, vous faites la séparation. Vous verrez que l'écoulement est réparti entre l'écoulement de surface, c'est vraiment la partie la plus importante de l'écoulement de subsurface et l'écoulement souterrain. Et je vous ai dit que l'écoulement souterrain, c'est juste pour soutenir le débit. Avec grâce à la fonction de restitution. Il faut qu'il y ait une nappe qui puisse restituer l'eau. Toujours avec ce processus, décomposition de l'hydrogramme de pluie par la méthode de traçage environnemental. Ici, c'est le bassin de bois Viagos, avec les précipitations directes, l'écoulement de surface et l'écoulement souterrain avec la nappe. Et on vous décrit ici l'écoulement de surface de type orthon. Ses causes, ses conséquences. L'écoulement de subsurface, c'est quoi? Qu'on appelle aussi écoulement hypodermique et expliqué. L'écoulement souterrain, c'est cette fonction de restitution. Et écoulement de base, c'est juste pour restituer, permettre au cours d'eau de ne pas manquer d'eau. Et en fin de compte, sur cette figure, on montre comment un écoulement est décomposé. Un écoulement de surface, un écoulement hypodermique et un écoulement souterrain, qui est le rôle des nappes. Et que l'écoulement total dans un bassin versant, c'est quoi? C'est la somme des trois écoulements. C'est écoulement de surface, plus écoulement de subsurface, plus écoulement souterrain. Et c'est les trois qui constituent l'écoulement global. Alors, vous vous rendrez compte que pour cet écoulement, la notion de temps est fondamentale. Le temps. On calcule notre écoulement à quel temps? Est-ce que c'est à l'échelle annuelle, l'échelle mensuelle ou l'échelle journalière? Et le temps chez l'hydrologue est tellement important qu'on va distinguer année normale et année bissextile. On ne peut pas les mélanger. Comment reconnaît-on une année bissextile? Très bien. C'est lorsque l'année est divisible par 4. On n'a pas de virgule. Par exemple, quelle année?
1980, oui. 2000, 2024, oui. 2000, c'est divisible par 4 mois. Etc. Donc ce sont des années 17. Voilà. Et en termes de temps, puisque le temps ici c'est la seconde, c'est un jour de plus. Un jour, on va faire 1 minute égale combien de secondes? Égale 60 secondes. 1 heure égale combien de minutes? 60 minutes. Un jour ou 24 heures égale combien? 360. Combien de secondes? 360. 3600. Ça, 24 heures, c'est un jour. Égale combien de secondes? 90 600. 400. 86 400 secondes. Vous voyez que ce n'est pas une petite chose. On est d'accord. Donc le temps est fondamental. Et dans ce temps, ça c'est à l'échelle annuelle. À l'échelle mensuelle, on va aussi distinguer parce qu'un mois peut faire 28 jours, 29 jours, 30 jours, 31, 31 jours. N'est-ce pas? On est d'accord? Donc on tient compte de l'ensemble de ces ingrédients. L'hydrologue, c'est celui-là qui aime le détail. Et à partir de là, on va réécrire notre bilan, équation du bilan. P égale Q, ici c'est en mètre cube par seconde, plus P est en millimètres, plus P qui est en millimètres, plus ou moins delta de R. Mais on a dit sur une longue période, ce n'est pas à l'échelle de l'année, une longue période, ça s'équilibre. Et l'équation va devenir P en millimètres égale Q en mètre cube par seconde plus D, c'est-à-dire le déficit d'écoulement qui est en millimètres. Est-ce que je peux continuer à travailler avec ces unités, tantôt des mètres cubes, tantôt des millimètres? Est-ce que je dois continuer comme ça? Vous pouvez additionner les bœufs et les chèvres et avoir des bœufs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ici, qu'est-ce qui est plus facile à convertir? Les mètres cubes par seconde. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir la lame d'eau écoulée. La lame d'eau écoulée. Et pour cette lame d'eau écoulée, on va avoir P en millimètres égale LE en millimètres plus D en millimètres. Mais il faut un passage de Q en mètre cube seconde vers LE en millimètres. Il faut une équation pour passer vers la lame d'eau écoulée. La lame d'eau écoulée est obtenue par la formule débit en mètre cube par seconde multiplié par le temps sur la surface 10 puissance 1000. C'est 1000. 10 puissance 3. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui nous permet de passer des mètres cubes, le débit en mètres cubes seconde, vers la lame d'eau écoulée en millimètres. Et une fois que ce travail est fait, donc on est avec les paramètres de l'écoulement,
On peut calculer le coefficient d'écoulement, c'est voir dans la quantité de pluie qui est en train de tomber, qu'est-ce qui participe à l'écoulement? Quelle est la proportion d'eau qui contribue, qui participe à l'écoulement? C'est ça le coefficient d'écoulement. KE égale l'âme écoulée sur la pluie moyenne du bassin, multiplié par 100. Donc, quel est le pourcentage de la pluie qui participe à l'écoulement? Généralement, dans nos régions, la zone intertropicale, le coefficient d'écoulement est faible, compte tenu de ce qu'on a dit ce matin. L'évaporation. Parce que les précipitations tombent au moment où il fait le plus chaud. Donc le déficit d'écoulement est important. Et ce matin, on a largement débattu sur ça. Puis, on va calculer le déficit d'écoulement. DE, c'est facile, non? DE égale la pluie moins la lame d'eau écoulée. Puis, on va calculer le volume d'eau écoulé, qui est égal à quoi? C'est le débit en mètres cubes par seconde multiplié par le temps. Ensuite, le débit spécifique, qui est égal au débit en mètres cubes par seconde multiplié par 1000 sur la superficie du bassin versant. Et voici les termes du plan hydrologique. Donc, si je vous demande, à la suite d'une opération, je donne des données, j'ai fourni toutes les informations, calculer les termes du bilan, c'est ça. Vous devez calculer tous ces paramètres. Et oui. C'est pas possible. Il demande est-ce que la lame d'eau peut être supérieure à la pluviométrie, c'est ça? Ça, même dans les rêves les plus fous, ce n'est pas possible. Ah oui? Ça n'existe nulle part. Je n'ai même pas vu un bassin versant où le coefficient d'écoulement est égal à 80%. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Peut-être vous, dans votre monde, ça existe. Et encore, que lui est plus supérieur. Et alors, cela signifie, ça interpelle. Il ne faut pas en rire. Sa question est pertinente. Parce qu'on a vu dans des évaluations, les étudiants qui sont arrivés avec un coefficient d'écoulement égal à 250%. J'ai dit, mais ils sont allés chercher l'eau où? Ah bon? À la mer pour rajouter, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a des résultats qui doivent vous alerter. Ah oui. Un coefficient d'écoulement, même supérieur à 100, doit nous alerter. Est-ce que vous voyez? Peut-être c'était le coût de la pression de l'examen, mais logiquement, si on réfléchit, on a bien assisté à ce cours. Vous avez un coefficient d'écoulement supérieur à 100, vous vous dites non, là, je suis patiente. Et ça facilite le travail de Mme B. Et la correction va être rapide. Et quand vous voyez ça, coefficient d'écoulement égal à 100%, ce 200%, 1000%, c'est là le point final. Vous n'avancez pas. Non. Vous ne pouvez pas. Oui, madame. Oui. Qu'est-ce que madame a fait? Oui. Le débit spécifique. Oui. On vous a dit voici l'équation. La formule elle est là. Et vous dites est-ce que les billes sont fixes? Allez chercher autre chose et faites-le. Moi je vous donne une formule.
Monsieur, Madame. j'ai dit le débit multiplié par 1000. En ce moment-là, vous multipliez par 1000 et ce que vous allez avoir, c'est toujours litres par seconde. Est-ce que c'est ça? 1 litre d'eau égale combien? 1 mètre cube égale combien de litres d'eau? 1 mètre cube égale combien de litres d'eau? Monsieur, vous qui me posez la question. 1 mètre cube égale combien de litres d'eau? Et alors, pourquoi vous me posez cette question? Quand même. Égal 10 à la puissance 3. Mais si on peut faire 1 litre. La lame est coulée, on a dit. Après, j'enverrai des exercices. Ceux qui veulent font. Ceux qui ne veulent pas ne font. Je vais mettre à votre disposition des exercices au prochain cours. Je viens avec des exercices bien déterminés et je vous dis faites. Vous êtes libre, hein? Nous sommes à l'amphi. Personne n'est tenu de faire. Mais si vous ne faites pas, madame, ne vous corrige pas. Voici un exemple qu'on a concocté pour vous. Le temps, comment on le calcule, etc. Parfois, on vous facilite le travail, on vous dit, je peux même imposer le temps à l'année. Je vous dis égal 31,6 10 puissance 6. Généralement, c'est ce qu'on rencontre. Hein. On peut simplifier. On dit par exemple sur une longue période, ça s'équilibre plus ou moins, et on fixe le temps. Et vous allez travailler avec ce temps-là. Donc, le temps en secondes, c'est 31,6 10 puissance 6. Et en ce moment, quand j'indique le temps, vous utilisez ce temps. Le déficit d'écoulement, etc. Les déficits d'écoulement sont beaucoup plus conséquents dans les régions où il fait chaud. On l'a dit ce matin. Et on peut utiliser aussi d'autres formules, les formules empiriques pour calculer le déficit d'écoulement. En l'absence de données, lorsqu'il n'y a pas d'observation, en l'absence de données, on peut faire ça. Et lorsque les données existent, on n'en a pas besoin, on les déduit directement de l'équation du boulot. Le Sénégal à Bakel, par exemple. S'il vous plaît, le Sénégal à Bakel, on va donner la superficie du bassin versant. C'est 218 000 km². La pluviométrie reçue au niveau de cette zone est de 530 mm. Le débit égale 589 mètres cubes par seconde. La lame écoulée en millimètres égale, vous avez vu, j'ai imposé un temps égale le débit en mètres cubes par seconde multiplié par temps sur la superficie du bassin multiplié par 1000, ce qui nous donne combien? La lame d'eau écoulée égale à 85,2 mm. Et à partir de là, on calcule le déficit d'écoulement. S'il est proche de 450, c'est 444,8. On peut calculer le coefficient d'écoulement, il va être très faible. Le coefficient d'écoulement va être très faible. Regardez le déficit d'écoulement, combien il est important. Parce que le coefficient d'écoulement, c'est les 85,2 qu'on va diviser par 530, qu'on multiplie par 100. Il est très faible. C'est-à-dire, les calculs ne devraient pas vous poser des problèmes. Moi, ce qui pose problème, j'aurais pu comprendre que vous ayez des doutes sur la capacité à analyser les résultats. C'est peut-être là. Mais calculer. Même un enfant de là-bas, là, il sait calculer. De là-bas, 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 là-bas. Donc ici, regardez, le coefficient d'écoulement, c'est 16,07%. 16,07%. Et les coefficients d'écoulement informent, ça informe sur le type de climat. Les climats où le déficit d'écoulement est important. Regardez par exemple le Nil au niveau du Caire.
Quel est son coefficient d'écoulement? C'est 3,5%. 3,5%. Et le déficit d'écoulement est proche de, il est supérieur à 96%. C'est 96,5%, le déficit d'écoulement. Si on fait l'inverse. Le débit spécifique, toujours dans le cas de Dakar Seydou, c'est 2,7 litres par seconde par kilomètre carré. Donc, chaque kilomètre carré, le bassin versant écoule 2,7 litres. Et ça permet de comparer des bassins versants assez proches. On peut aussi faire la même application sur le bassin versant de Djigima. C'est un petit bassin versant qui se trouve dans le département de Nioro et qui fait partie des zones humides continentales du Saloum. Un bassin versant de superficie inférieure à 1 km carré qui reçoit en 2019, le 8-9-2019, un débit égal à 1,5 m3 par seconde, débit déterminé par la méthode Horston, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jaugeage. On a utilisé les modèles empiriques pour déterminer ce débit. L'année hydrologique 2018-2019, puisqu'il s'agit de cette année hydrologique, le débit annuel égal à 1,5 m3 par seconde. Donc on peut calculer le volume écoulé, la lame écoulée, on peut calculer le débit spécifique, le coefficient d'écoulement, etc., etc. On peut faire le même exercice. Donc je vais vous envoyer des exercices comme ça. Un exercice au moins comme ça, avec un bassin versant, où les données sont là, on vous donne la pluie, on vous donne le débit, la superficie du bassin, le temps, et vous faites le travail. Ou juste une année. Juste une année. Et si je vous donne juste une année, il faut que je mette la variation de la réserve. Parce que c'est à l'année. N'est-ce pas? Si je donne une année, je suis obligé d'informer sur la variation de la réserve. Il faudra probablement rajouter dans le bilan ou l'extraire du bilan. C'est à vous de jouer. On va souffler un peu en attendant si vous avez des questions. On va s'arrêter à midi et à 13h30. 13h30, j'arrête le cours. C'est bon? Donc il nous reste à peu près 15 minutes. 14. On n'est pas encore dans le temps de concentration, on les verra. Le débit d'un cours d'eau, c'est toujours la réponse du bassin à une sollicitation. Et cette réponse dépend, on a dit de quoi? Il y a le climat et vous avez les facteurs de l'écoulement et le climat en fait partie. C'est toujours la réponse à une sollicitation. Et cette réponse dépend des facteurs de l'écoulement. Les facteurs de l'écoulement. Est-ce que le Sénégal est exportateur ou importateur d'eau? Ni l'un ni l'autre. Ah, exportateur de l'eau. Ça, c'est le cours de ressources en eau. Il faut aller discuter ça avec M. Dapou. Ça n'intéresse pas mon cours. Parce que si j'en parle, je suis obligée d'évoquer la géopolitique de l'eau. La géopolitique de l'eau. Allez suivre le cours de M. Dacosta. Ressources en eau. Et je fais le même cours avec les étudiants de l'ISE, l'Institut des sciences de l'environnement. Donc, je sais de quoi il s'agit. Je suis obligée de parler de dépendance, d'indépendance, de ressources en eau internes, de ressources en eau externes, de hydrodiplomatie
et ça me sort de mon champ. Quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place pour lutter contre la dégradation des nappes? Je ne suis pas hydrogéologue, je suis Mais dans tous les cas, puisqu'on en a parlé ce matin sur la pollution des nappes, ça dépend de quel type de pollution. Est-elle d'origine anthropique ou d'origine naturelle? Si c'est d'origine naturelle, je n'y peux absolument rien, mais l'essentiel c'est de favoriser la recharge pour permettre à la nappe d'être au-dessus du niveau marin, pour éviter l'intrusion. Donc il faut éviter de surexploiter, favoriser la recharge. Maintenant, si cette pollution est d'origine anthropique, il faut mettre fin à la cause. Est-ce que c'est lié à un déficit d'assainissement? Si tel est le cas, il faut assainir. Est-ce que c'est lié à une pollution d'origine agricole? Si tel est le cas, il faut traiter les eaux usées d'origine agricole avant de les retourner dans le système hydrologique. Donc vous voyez, ça dépend des contextes. Tout simplement. S'il vous plaît, on se calme. Vous savez, je peux vous interpeller sur des questions de pollution. C'est ça, hein? Moi, je suis en train d'expliquer, vous bavardez. Ceux qui n'ont pas entendu, tant pis pour eux. Alors, je disais que le régime hydrologique moyen, c'est la réponse du bassin aux impulsions, à une sollicitation. Et cette réponse est fonction des facteurs de l'écoulement, de la structure hydrologique, donc de l'espace géographique. La moyenne des débits mensuels calculés sur une longue période permet de définir les variations saisonnières systématiques, c'est-à-dire le régime hydrologique d'un cours. Mais ce régime est appréhendé sur un temps. Et on va voir le temps en hydrologie, l'année hydrologique. Quand je dis l'année, on me dira qu'une année, elle commence en janvier et se termine en décembre. N'est-ce pas? Une année. Ça, c'est l'année civile. Commence en janvier et se termine au mois de... En hydrologie, c'est pas vrai. Pas aussi au mois de mai de manière mécanique. Ça dépend du type de climat et de l'alimentation. L'année hydrologique, c'est au fait, c'est quoi? L'année hydrologique reflète les variations de débit tout au long de cette année-là. Les variations de débit tout au long de l'année. De ces 12 mois. C'est d'abord une période de 12 mois. Et qui informe sur comment se passe l'alimentation, comment se passe l'évolution ou la variation des débits, de l'écoulement. Est-ce qu'on a une seule période de hautes eaux, une seule période de basses eaux? Est-ce que cette période de hautes eaux est liée à un tel type d'alimentation ou pas? Donc l'année hydrologique va démarrer. C'est au moment où il n'y a plus d'influence. C'est-à-dire l'écoulement n'est pas influencé par une alimentation, n'est pas influencé par la restitution de la nappe. C'est-à-dire rien n'influence l'écoulement. Il n'y a que le facteur géographique qui intervient. Ce n'est ni la pluie, ni la fonte de la neige, ni la restitution par les nappes. Et on démarre là, c'est-à-dire c'est au moment où le cours d'eau est à son niveau le plus bas. Et généralement, cette période, sous nos latitudes, dans nos régions, c'est le mois de mai. C'est le mois où les cours d'eau connaissent leur débit le plus faible. Donc ici, étiage, en quelque sorte. On va le démarrer là. Et puisqu'on l'a démarré quelque part, ça peut être, on avait dit,
pour le cas du Sénégal, c'est le 1er mai. Le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, etc., c'est le 1er mai. Donc on le démarre ici, le 1er mai, et ça va aller jusqu'à quel mois? Quel jour? Jusqu'au 30. Ça va jusqu'au 30 avril. Donc ça empiète sur combien d'années? Ça commence le 1er mai et va aller jusqu'au 30 avril de l'année suivante. C'est pourquoi généralement on va vous dire année hydrologique 2022-2023. L'année hydrologique 2023-2024 dans laquelle on est. On ne dira pas l'année hydrologique 2024. C'est 2023-2024. L'année hydrologique 1980-1981. Et soyez très attentifs, puisqu'on a dit le temps. Tous les mois comptent, tous les jours comptent. On a des mois de 28, on a des années de 365 jours et des années de 366 jours. Or, pour identifier, quand je prends par exemple, dans ce cas précis, j'ai l'année hydrologique 1978, 1979. Où se situe le mois de janvier sur les 2 années? On n'est pas dans un dara. C'est l'année 1979. Donc vous cherchez toujours là où se situe le mois de février. Parce que c'est février le problème. C'est février le problème. Pour déterminer l'année, est-ce que c'est une année bissextile ou une année normale? La classe du mois de février. Février va se situer là. Je prends l'année hydrologique 1979-1980. Où se situe le mois de février? Est-ce que 1980 est une année bissextile? Oui. Donc, cette année-là, c'est une année bissextile. C'est le travail qu'il faut faire. Identifier où se trouve le mois de février. C'est le plus délicat. On est d'accord? C'est au fait ça l'année hydrologique. Sous nos latitudes. Donc c'est la période de 12 mois, c'est-à-dire un an, comprise entre 2 périodes de basses eaux successives. Commence en période de basses eaux et se termine en période de basses eaux aussi. Et il faut 12 mois. L'année hydrologique offre une meilleure visibilité des processus hydrologiques dominants d'un bassin. Elle peut être découpée en portions de temps caractéristiques pendant lesquelles domine tel ou tel processus hydrologique ou association de processus particuliers. Date de début, définie par rapport au régime des cours d'eau de la région considérée. Et l'année hydrologique peut être différente de l'année légale. L'année légale, celle-là qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, etc. C'est différent d'une année hydrologique. Elle peut être différente. Au niveau des bassins versants tropicaux, les basses eaux interviennent en avril et mai dans tous les régimes pluviaux des régions intertropicales. Les basses eaux se situent généralement en avril-mai. Au Sénégal, les écoulements en fin de saison sèche, c'est-à-dire étiage, sont nettement marqués et faibles, avec une faible variation des volumes d'eau stockés dans les aquifères. Au Sénégal, ou pour les bassins versants du Sénégal,
L'année hydrologique commence le 1er mai et se termine le 30 avril de l'année suivante. Nous avons donc 8 mois d'une année légale et 4 mois de l'année suivante. L'année hydrologique se présente sous la forme que j'ai donnée, 1973, 1974, ou 1981, 1982. Et ces variations mensuelles durant l'année hydrologique, étudiées sur une longue période, toujours 30 ans, donnent le régime hydrologique moyen d'un cours d'eau. Je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui.